Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company, or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Bonjour. Très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mise en lumière par les conséquences de la crise sanitaire, la logistique urbaine a connu un développement spectaculaire depuis 2 décennies. Dans le cadre de ce premier Exclusive Talk, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Ripper. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué à la logistique urbaine de Quartus Logistique. Alors ensemble, nous reviendrons sur les actualités de votre groupe, mais aussi sur les enjeux, les défis de la logistique urbaine pour les prochains mois et années. Alors, pour commencer, c'est vrai que beaucoup de gens ici, je pense, connaissent Quartus. Beaucoup connaissent aussi Quartus Logistique. Peut-être un peu moins connaissent les activités logistiques urbaines de Quartus Logistique. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous faire un petit tour du propriétaire, à la fois du groupe et de vos activités en matière de logistique urbaine? Ok, avec plaisir. Donc, Quartus Logistique est un des principaux acteurs de l'immobilier logistique en France. Et Quartus Logistique travaille sur à la fois la grande logistique en périurbain ou en interurbain, mais aussi sur la logistique urbaine. Alors pourquoi la logistique urbaine? C'est pour s'intégrer au sein du groupe Quartus qui se veut être un ensemblier urbain. Et au sein de cette approche d'ensemblier urbain, Quartus porte du résidentiel, Quartus porte de l'immobilier d'entreprise comme du tertiaire. Et on a pensé que la brique logistique urbaine était intéressante, voire indispensable pour développer des projets mixtes apportant un service complet au milieu urbain. Voilà, donc Quartus Logistique, c'est 37 collaborateurs, c'est 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et cette année, nous allons livrer à peu près 400 000 m² de bâtiments logistiques en 2021, avec 2 principaux métiers. Un métier lié à la promotion, parce qu'on va maîtriser le foncier, et un métier lié à la notion de contractant général, dans lequel on va construire des bâtiments pour des investisseurs ou des utilisateurs, dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière. C'est-à-dire qu'on va porter le risque du délai et du prix vis-à-vis de l'investisseur, et ensuite lui livrer en temps et en heure par rapport à ça. Cette branche spécifique logistique urbaine, comment elle émerge, comment elle s'affirme, quelle est un petit peu sa genèse? Alors, comment elle est arrivée chez Quartus. En fait, aujourd'hui, le directeur général de Quartus Logistique, c'est Jean-Louis Fossel, qui a un passé par rapport à la logistique urbaine. Et il a beaucoup travaillé sur ce sujet. Moi-même, je l'ai rejoint dans les années 2000 et j'ai, avant cela, travaillé sur ce sujet aujourd'hui depuis une trentaine d'années. D'abord sur la partie recherche, ensuite sur la partie territoire, avec une mission de 6 ans pour la ville de Paris, la direction de l'abri des déplacements sur ce sujet, puis ensuite une mission pour la ville de Londres avec Transport for London, toujours sur le même sujet. Et ensuite j'ai rejoint l'immobilier avec 2 entreprises travaillant sur ce sujet de logistique urbaine, principalement en région
et en métropole parisienne au début, et ensuite chez Quartus au niveau national. Et notre secteur, je dirais, de prioritaire en termes d'intervention, c'est les 10 premières métropoles françaises. Mais on ne s'interdit pas d'aller dans d'autres agglomérations à partir du moment où il y a une forte volonté politique pour faire avancer ce sujet. Ça méritait une activité à part? Ça n'aurait pas pu être géré directement par les équipes existantes? Il y avait des enjeux spécifiques à traiter? Alors en termes de conception, en termes de je dirais, de commercialisation, de discussion avec à la fois les utilisateurs qui sont transporteurs, logisticiens, chargeurs, mais aussi avec les collectivités, beaucoup. Effectivement, ça demande une spécificité en termes de connaissances. Après, dans le développement même des bâtiments, toute l'équipe de Quartus, études, chiffrage, développement et construction, ce sont les mêmes entre logistique urbaine et logistique classique. On a des gens très performants qui connaissent très bien le métier de constructeur et de concepteur de bâtiments logistiques. Et là-dessus, c'est un plus pour notre problématique logistique urbaine. L'ambition, c'est de devenir incontournable sur ces sujets. Quand on parle logistique urbaine, on pense à Quartus, c'est l'idée? Exactement, c'est de devenir incontournable. Alors, pour attaquer ce marché, je dirais, ça fait depuis 3 ans que Quartus Logistique a intégré dans son métier d'ensemblier urbain la problématique de logistique urbaine. On porte un schéma, donc si le PowerPoint qui est derrière moi est en boucle, vous allez avoir apparaître à un moment donné, apparemment est-ce qu'il tourne, ce PowerPoint? Il ne tourne pas. Vous allez avoir apparaître un schéma, une sorte de cible, et on a attaqué ce marché de la logistique urbaine avec une approche assez simple. On a structuré les grands territoires urbains en 4 niveaux de densité, et pour chacun de ces niveaux de densité, on propose un concept en immobilier logistique, à la fois aux utilisateurs, mais aussi, voilà, là, vous avez la cible, mais aussi aux collectivités. Et donc le premier niveau, c'est clairement le niveau de l'immeuble, le niveau du micro-quartier, où là on propose un concept de conciergerie ou de micro-hub. Donc c'est là où je viens récupérer mon colis par exemple, ou exactement, des courses? Exactement, votre colis, votre course, tous les flux qui peuvent arriver chez vous. Ensuite, le niveau 2, c'est la partie historique de la métropole, où là, pour la métropole parisienne, c'est Paris Intramuros. On porte le concept d'espace urbain de distribution, donc ça c'est des surfaces un peu plus importantes, entre 500 et 3000 m². J'ai mis en place sur Paris plusieurs espaces urbains de distribution depuis pas mal d'années. Et le premier, c'est celui qui est sous la Concorde depuis 2005, qui fonctionne. Sa grande réussite, c'est que personne ne le connaît, alors qu'il est à côté de l'ambassade des États-Unis et de l'hôtel Crillon. Et il fonctionne depuis 2005 pour livrer des marchandises dans les quartiers environnants. Ensuite, on a mis d'autres espaces en place dans Paris, dans Lyon et sur Nantes aussi, en termes de projet. Et ce second niveau est dédié à la messagerie urbaine. Et comme je vous le disais, c'est des surfaces entre 500 et 3000 m² qu'on vient bloquer dans des structures existantes qui peuvent être des immeubles d'habitation, des immeubles de bureaux, des anciens parkings, des épaisseurs de dalles, ou dans des structures neuves avec une programmation majoritairement autre que la logistique, ça peut être de l'habitat ou du tertiaire. Ça, c'est le second niveau. Le troisième niveau, on est sur un territoire un peu moins dense, mais qui reste quand même relativement important en termes de densité. Pour nous, pour la métropole parisienne, c'est un exemple, c'est entre le périphérique et la A86, où là, on porte le concept d'hôtel logistique urbain. Donc là, on passe une frontière, on va développer un bâtiment avec une programmation majoritairement logistique, et on viendra adjoindre à la logistique d'autres fonctions, du commerce, des services publics, du tertiaire, la fonction artisanale ou autre, avec une, voire deux, voire trois façades urbaines qui viendra habiller la logistique, et à la fois pour l'insertion urbaine du bâtiment, mais aussi pour opérer une péréquation financière et permettre à la logistique de revenir ou de rester en milieu urbain à un coût acceptable pour elle, en faisant supporter le coût du foncier, en partie, à ces autres activités dites un peu plus lucratives que la logistique. Et le dernier niveau, on vient rejoindre le grand territoire autour des métropoles, je nomme bassin logistique, sur lequel on vient poser de très grands bâtiments, des entrepôts, des frigos, des quais de messagerie, voire des
transformation d'usines, de marchandises. Et c'est sur ces très grandes plateformes que vont s'opérer l'interface entre les flux longue distance et les flux urbains. Ces très grandes plateformes vont jouer le rôle de port d'entrée logistique pour la métropole. Alors l'idée est de mettre ces 4 niveaux en réseau. L'ensemble des filières qui irriguent une grande métropole comme la métropole parisienne, lyonnaise, marseillaise, lilloise, on peut recenser à peu près de 70 filiales ayant leur propre organisation logistique. Toutes ces filières vont pas s'arrêter sur les 4 niveaux. La rupture de charge, on sait très bien que c'est source de perte de temps, c'est source de perte financière, hein, en tout cas d'augmentation des coûts. Mais en fonction des filières auxquelles on s'adresse, elles seront intéressées par l'un des 4 niveaux ou 2 des 4 niveaux. Et ce schéma fonctionne assez bien et se positionne clairement entre l'aménageur du territoire et les professionnels du transport que sont les transporteurs, les logisticiens et les chargeurs. Parfait. Alors on voit un petit peu l'état des lieux que vous dressez et votre stratégie immobilière en matière de logistique urbaine. Vous l'avez dit, vous êtes un peu un expert du secteur, vous avez un petit peu bourlingué, si vous me permettez l'expression, dans ce monde de la logistique urbaine. Quel regard vous portez justement sur son développement depuis 10, 15 ou 20 ans? Comment vous avez vu évoluer ce sujet, peut-être d'embryonnaire au début à central aujourd'hui? Oui. Alors, tout à fait. Je vous disais tout à l'heure, je suis rentré sur le sujet il y a une trentaine d'années. Donc je suis rentré sur ce sujet par la recherche portée par, à l'époque, l'Agence d'environnement et maîtrise de l'énergie, l'ADEME, et d'autres organismes publics comme EDF, le ministère des Transports, le ministère de l'Industrie, le ministère de la Recherche, où on portait des programmes pour défricher ce secteur d'activité, qui était vraiment une zone d'ombre dans l'économie des transports avant les années 90. Et durant toutes les années de 90 à 2000, ça a été de gros programmes de recherche avec le programme national Marchandises en ville, des programmes européens avec BestStuff. Je m'imaginais que c'était un peu... la France était en retard par rapport à ce sujet, mais après avoir fait quelques réunions avec des collègues européens, je me suis aperçu que tout le monde était à notre même niveau. Donc les marchandises étaient distribuées en milieu urbain. À l'époque, il y avait, sans marchandises, il n'y a pas de vie urbaine. Mais les deux parties, c'est-à-dire les professionnels du transport et les collectivités, ne se parlaient pas, ou très peu. Donc tout le programme de recherche durant ces longues années, des années 90, a permis de mieux connaître le sujet et de faire un diagnostic. Et je dirais qu'ensuite, on est passé à un stade où la collectivité a commencé à prendre en compte ce secteur dans ses politiques mobilité, voirie, stationnement, développement économique. Ça a été plutôt les années 2000. Et depuis le début des années 2010, on voit que c'est un marché qui commence à émerger, où on a clairement une offre qui commence à se structurer et surtout une demande des professionnels du transport, de la logistique et des chargeurs qui est là et qui est poussée par des contraintes urbaines de plus en plus importantes. En termes de circulation, en termes d'émissions de polluants, en termes de bruit, d'acceptabilité des riverains aussi. Une demande qui est poussée aussi par l'évolution sociétale. Oui. Tout à fait, oui. Des modes de consommation, avec l'explosion du e-commerce, la réintroduction de productifs en milieu urbain, etc. etc. Donc on voit petit à petit ce marché se structurer et aujourd'hui, on ne peut pas dire que le marché soit complètement en mur, hein, parce qu'il y a un déséquilibre très important entre la demande qui est forte et l'offre qui est assez faible. Parce que trouver aujourd'hui des sites pour développer les 4 niveaux que je vous ai présentés, c'est relativement difficile en milieu urbain. Que ce soit les micro-hubs, ici vous avez l'exemple d'un micro-hub, hein, c'est celui de Chronopost rue Le Courbe, ou l'espace urbain de distribution. Je vous montre des exemples où aujourd'hui on travaille sur ces projets-là, où les hôtels logistiques urbains, c'est celui de Lyon dont je vous reparlerai tout à l'heure. Hein. Ici c'est celui de Toulouse que l'on travaille aujourd'hui. Oui, ce ne sont pas des sites très courants encore. Non, tout à fait. Ouais. Celui de Nice,
que l'on travaille aussi. Et ça, c'est le dernier niveau, hein, c'est le niveau 4, à l'échelle du bassin logistique, un très grand entrepôt qui distribue la métropole lyonnaise. Donc, en tout cas, pour les 3 premiers niveaux, c'est pas évident de trouver du foncier ou des surfaces en milieu urbain qui correspondent aux besoins des professionnels en termes de hauteur, en termes de gabarit d'accès, en termes de charge au sol, pour développer ce genre d'outils. Donc, il y a un véritable déséquilibre entre l'offre et la demande. Il y a un déficit fort sur l'offre, d'où aujourd'hui l'augmentation des valeurs sur ces sites. Alors justement, vous nous avez un petit peu témoigné de ce parcours, de ces 30 années à explorer la logistique urbaine. Aujourd'hui, quand vous croisez des visiteurs dans un événement comme celui-ci, j'imagine que la logistique urbaine n'est plus un ovni, c'est un sujet bien connu. Et encore plus proche de nous, là, en cette rentrée là, 2021, après la période que nous venons de vivre, quelle est un petit peu votre vision du marché aujourd'hui ? Est-ce que vous ressentez cette attente ? Est-ce que vous êtes optimiste ? Voilà, quel est un petit peu votre état d'esprit ? Oui, je suis très optimiste sur ce marché émergent. Aujourd'hui, on voit que, déjà, comme je le disais, il y a une offre, il y a une demande de plus en plus importante de la part de pas mal de filières qui veulent se rapprocher du dernier mètre, en fait, du destinataire pour optimiser la distribution des marchandises en milieu urbain. Ensuite, il y a un intérêt de plus en plus fort des investisseurs. Alors, des investisseurs historiques présents sur la logistique classique, mais aussi d'autres investisseurs qui n'étaient pas présents sur la logistique, qui viennent à la logistique par la logistique urbaine. Donc on voit aujourd'hui des loyers augmenter. Sur Paris, des transactions récentes ont dépassé les 200 € du mètre carré, ce qui n'était jamais arrivé. En tout cas, Londres avait déjà atteint ces niveaux de loyer, mais pas Paris. Là, on vient de les franchir. Ce n'est pas le cas dans toutes les capitales régionales françaises. Il y a des capitales où la jauge est plutôt à 100 €. Après, il y a des capitales où on est entre les deux. Ce que l'on voit aussi, de par l'intérêt des investisseurs, c'est le taux de capitalisation qui baisse, donc qui apporte de la valeur au site. Et on a aujourd'hui des sites qui partent avec des taux de capitalisation assez bas, d'où la valorisation très importante de ces objets. Très bien. On a vu votre stratégie, on parlera de ces différents projets dans un instant. Pour répondre à cette demande, si vous deviez lister les 3, 4, 5 grands atouts de Quartus Logistique en matière de logistique urbaine, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit ? La première, je pense, c'est la bonne connaissance de ce secteur d'activité. C'est la vision qu'on a des choses avec ce schéma à 4 niveaux. Et on sait parler à la fois aux collectivités, mais aussi aux professionnels du transport. Donc on a ce double langage qui fait de nous, je pense, un acteur assez bien positionné sur le marché. On a de très bonnes compétences pour développer des bâtiments complexes. Celui que je vous présente ici, c'est un projet sur Toulouse. C'est un bâtiment qui fait plus de 40 000 m² en termes de projet et qui est très complexe en termes de conception et en termes de réalisation. Aujourd'hui, on a des équipes, que ce soit en études, que ce soit en chiffrage ou que ce soit en termes de développement et de construction, qui savent faire ce genre d'objet et qui ont les compétences pour aller développer des objets au juste coût et qui savent parler aux collectivités pour faire accepter ce genre de produit. Très bien. Parlons un peu de ces projets, peut-être, vu que vous êtes venu avec quelques démonstrations. Alors, il y avait d'abord le micro-hub, peut-être on peut en dire un mot qui correspond au niveau 1. Je redescends. Alors, j'ai peut-être trop appuyé. Est-ce que... Voilà. Je ne sais pas si on a la bonne télécommande. Il faut... On est sur le début d'après-midi. Il faut avancer doucement. Voilà. Donc le niveau 1, c'est un exemple que je vous ai pris. C'est un exemple avec l'opérateur de fret express Chronopost qui a ouvert un micro-hub rue Le Courbe dans Paris, où là vous avez une petite boutique qui fait à peine un site qui fait à peine 400 m², dans lequel vous avez une combinaison à la fois d'un petit espace urbain de distribution qui va délivrer le quartier environnant très proche,
avec 4-5 tournées en vélo et en véhicule électrique. Et vous avez associé à cet espace urbain distribution micro-web une boutique dans laquelle le client Chronopost peut déposer ou retirer un colis. Un peu comme un relais finalement. Comme un relais. Comme un relais, oui. Voilà, donc il y a des équipements qui lui permettront d'essayer, avec une cabine d'essayage, des tables, des prises, etc., d'essayer les marchandises qu'il a achetées. Si elles lui vont, il repart avec. Si elles ne lui vont pas, il peut les remettre en reverse logistique dans le système et Chronopost les renvoie chez l'expéditeur. Bon, il n'y a pas de blague, il n'y a pas de miroir déformant dans la cabine. Hein, j'ai pas l'impression, mais bon. Ce genre d'espace, on en trouve beaucoup dans une métropole comme Paris, ou c'est encore assez il y a beaucoup de demandes, on commence à en voir, mais ça reste encore un peu expérimental. Hein. Très bien. Le niveau 2. Le niveau 2, donc ça, c'est un espace urbain de distribution que l'on a proposé à la ville de Nantes dans le cadre d'un appel à projet flux que la ville de Nantes avait lancé, qu'on a développé ou qu'on veut développer avec un partenaire transporteur qui s'appelle les Triporteurs de l'Ouest, positionné sur l'île de Nantes, cet espace urbain de distribution qui ferait 500 mètres carrés. On distribuera des marchandises prioritairement sur l'île de Nantes, mais aussi sur le centre de Nantes en vélo triporteur. Donc c'est pas très compliqué à expliquer comment ça fonctionne. C'est une arrivée massifiée des marchandises en véhicule porteur. En général, c'est du porteur entre 10 et 19 tonnes. Un tri des marchandises et une redistribution en véhicule électrique adapté à la morphologie des rues du centre-ville que l'on veut distribuer. Donc là, cet objet serait posé dans un programme mixte dans lequel il y aura du logement, il y aura du tertiaire et du commerce, plus un espace urbain de distribution dans un programme mixte. Et l'une des forces de Quartus, c'est cette approche d'ensemblier urbain et d'être capable, dans un projet mixte, de poser ce genre d'objet. Et c'est beaucoup plus facile à faire accepter lorsque le promoteur a la vision globale que de venir le poser de façon indépendante lorsque la structure existe déjà. Ça veut dire que le projet est... Alors le projet n'est pas encore développé, enfin pas encore en exploitation. On discute toujours avec la métropole de Nantes et avec la Samoa, qui est la SEM d'aménagement de l'île de Nantes. Donc ici c'est un appel à projet aussi. Donc vous voyez que c'est la gare de Perrache sur Lyon. C'est un site stratégique avec le centre d'échange juste à côté, ce grand bâtiment qui couvre l'autoroute A6 et A7. Donc là-dessus, on est en appel à projet lancé par Lyon Confluence et la métropole. Et au sein d'une programmation très mixte aussi, dans ce centre d'échange, il est prévu un espace urbain de distribution de 3000 m² qui sera une porte d'entrée pour tout ce qui est la presqu'île lyonnaise et Lyon Confluence. Et donc là, on travaille sur ce sujet depuis déjà de nombreux mois. Et voilà, le choix du lauréat devrait avoir lieu à la fin de l'année. Et nous, en tout cas, on porte ce projet avec un partenaire transporteur qui s'appelle Ecolotrans et un partenaire investisseur qui serait LPA, Lyon Parc Auto. Très bien. On en reparlera peut-être à la SITL l'an prochain. Peut-être. Donc là, on passe au niveau 3. On passe au niveau 3, tout à fait. Donc ça, c'est le niveau c'est l'hôtel logistique. Donc ça, c'est une opération qui va débuter en travaux à la fin du mois de novembre. C'est un hôtel logistique urbain, HLU, qui est posé dans le 7e arrondissement, qui sera posé dans le 7e arrondissement de Lyon, sur une surface de 30 000 m². Nous travaillons ce projet depuis 2018 avec un groupement d'investisseurs dans lequel vous avez la CERL, qui est une salle d'aménagement de la métropole lyonnaise, Lyon Parc Auto, la Banque des Territoires et Postimo. Alors, sur ce sujet, Quartus accompagne ce groupement d'investisseurs dans la conception du bâtiment, dans le chiffrage du bâtiment, dans le dépôt et l'obtention du permis de construire, que l'on a obtenu en octobre 2021, et maintenant sur la construction même de ce bâtiment qui va débuter fin novembre, et le bâtiment sera livré en février 2023. Très bien. Donc dans ce bâtiment, vous aurez une concentration d'entreprises qui distribuent des marchandises dans Lyon. Donc le pôle sud, vous aurez principalement de la messagerie. Le pôle nord, vous aurez des services au commerce sur 2 niveaux pour le pôle sud, sur 2 niveaux pour le pôle nord, et au-dessus
des services apportés au commerce en termes de distribution de marchandises. Vous aurez 2 niveaux de tertiaire dans lesquels seront accueillis des startups et des entreprises en relation avec la logistique. Je vois le CNR, il y a un lien avec le Rhône ou... Alors, ce bâtiment, il est posé sur un port, qui est le port d'Orerio, à l'entrée du port, donc qui est géré par la CNR, la Compagnie nationale du Rhône. Et effectivement, c'est un bâtiment qui va bénéficier des infrastructures intermodales portées par le port de Lyon et d'Orerio, que ce soit ferroviaire ou qu'elle soit fluviale. Et les marchandises pourront arriver par ces 2 modes de transport et ensuite repartir avec des modes de transport doux, principalement électrique ou gaz, pour être redistribués dans Lyon. Et on peut pousser la chaîne logistique urbaine en faisant repartir des marchandises de cet hôtel logistique, pourquoi pas, avec des bateaux fluviaux urbains pour remonter dans le centre de Lyon et toucher certains quartiers centraux par la Saône ou par le Rhône pour une redistribution locale ensuite. On voit beaucoup des drones ici à ICITEL, mais aussi le mini fluvial, on va dire, pour livrer. Tout à fait, oui. Après, on peut imaginer tout un tas d'innovations, hein, tout à fait. En logistique urbaine, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. La plupart des choses restent à faire, notamment d'un point de vue technologique et organisationnel. Et pourquoi pas utiliser, comme vous le proposez, des robots, alors soit des drones, soit des robots terrestres, hein, des véhicules autonomes dédiés et connectés, pour emmener ces marchandises vers des quartiers centraux lyonnais. Et le drone, pourquoi pas, pour utiliser l'infrastructure fluviale pour remonter dans le centre-ville et ensuite s'arrêter sur des espaces urbains de distribution, hein, qui pourraient être sur Lyon-Perrache, le projet que je vous présentais au niveau 2. Tout ça se combine finalement. Voilà, tout ça se combine, ou sur le parti du Cordelier, ou sur la gare de la Pardieu. Vous avez d'autres espaces urbains de distribution déjà en fonctionnement dans Lyon pour ensuite rediffuser de façon très locale les marchandises. Très bien. On va passer au niveau suivant peut-être. Non, on est encore sur du niveau 3. Voilà, ça c'est le même projet niveau 3 sur Toulouse. Hein, c'est un projet qui est posé. C'est un projet là, c'est plus une opération. Lyon, c'est une opération qui part en construction. Ça, c'est encore un projet. On est encore en discussion très en amont avec la métropole. Donc ça, c'est un projet de grande taille, hein, qui ferait autour de 40 000 m², qui est posé le long du canal latéral à la Garonne et sur lequel on a un cœur logistique avec 4 cellules, hein, 2 au rez-de-chaussée, 2 à l'étage, avec un accès par rampe. Dédié à la messagerie urbaine et dédié au stock de proximité. Et on a habillé 3 façades de ce bâtiment avec une offre sportive. C'est la volonté de la métropole de Toulouse de développer une offre sportive le long du canal latéral à la Garonne. Vous avez le stade de Toulouse qui n'est pas très loin. Et ensuite du commerce, du tertiaire, voire des activités artisanales pour habiller les cellules logistiques. Donc ce bâtiment, s'il est développé sur ce site, il serait très proche de la place du Capitole. On est à moins de 2 km et très proche de la ville historique de Toulouse. Et vous pouvez avoir des véhicules type vélo triporteur qui partiraient de ce bâtiment ou des véhicules livrer directement en centre-ville. Pour partir en centre-ville en distribution. Voilà. On voit que c'est un projet extrêmement végétalisé. On parlait ce matin dans une autre table ronde de l'intégration de la logistique. Évidemment, quand on fait de la logistique en ville, on doit s'intégrer dans le paysage urbain, encore plus particulièrement quand on est à la périphérie. Tout à fait, oui, c'est absolument indispensable, à la fois en termes de fonctionnement, donc avec ces façades dites urbaines, là il y en a 3, sur d'autres projets on peut en avoir 1, voire 2, en termes d'offres de services, mais aussi en termes de végétalisation, c'est très important et ça nous est systématiquement demandé aujourd'hui par l'ensemble des collectivités avec lesquelles on travaille, y compris la création d'énergie. Donc vous voyez ici une centrale photovoltaïque qui serait posée sur la 5e façade du bâtiment. Et là encore, on nous demande de créer de l'énergie qui pourrait être consommée par le bâtiment lui-même pour la recharge des véhicules électriques qui pourraient partir en livraison dans le centre-ville. Très bien. Peut-être le dernier niveau. Alors là, on voit un projet à Nice. Voilà, c'est un projet qu'on développe sur Nice. Pareil, on est très en amont dans les discussions. C'est un projet qui serait posé dans la plaine du Var. Alors l'intérêt de ce projet, c'est que il est très grande taille aussi. Vous avez un socle logistique de 2 niveaux, touché par des cours routières. Hein. On a des véhicules industriels qui peuvent amener les marchandises et on a des marchandises qui peuvent repartir en véhicules propres pour être livrées dans Nice. Mais on a un sous-sol qui permettrait de stationner les véhicules
nécessaire au fonctionnement de ce bâtiment. Les véhicules ne seraient pas reportés sur la voirie en termes de stationnement, la voirie publique. Et on compléterait ce socle logistique par un voire deux niveaux d'activité dans lesquels on pourrait positionner des activités productives, de même une cinquième façade productive en énergie, une serre urbaine, parce que le site sur lequel on s'installerait est historiquement tourné vers la production de fleurs et de légumes, donc on reproduirait un peu cette production sur le toit du bâtiment, et une façade urbaine dans laquelle on accueillerait des fonctions commerciales et des fonctions tertiaires. Et l'intérêt de ce bâtiment, c'est que, suivant le site sur lequel on pourrait le mettre, c'est le site de Lingostière, il pourrait être aussi intermodal, avec une intermodalité aval, c'est-à-dire on partirait de l'hôtel logistique avec un mode de transport qui ne serait pas la route pour aller dans le centre de Nice. Et le mode de transport visé, ce serait le chemin de fer de Provence, qui est un chemin de fer métrique qui part du centre de Nice, qui passe par la plaine du Var et ensuite qui s'en va dans les Alpes. Et on pourrait relier cet hôtel logistique au centre de Nice avec le chemin de fer de Provence pour faire rentrer des marchandises dans Nice et en faire ressortir sous forme de produits collectés dans Nice, sous forme de déchets, d'emballages ou autres, et les ramener pour les massifier sur l'hôtel logistique et ensuite les faire repartir sur les lieux de traitement. Seconde vie. Voilà. Vous avez un autre projet historique en hôtel logistique que je n'ai pas présenté ici parce que je l'ai développé dans une autre vie professionnelle. C'est l'hôtel logistique de Chapelle International qui a été développé de 2009 à 2018 dans le 18e arrondissement de Paris, où vous avez une intermodalité amont, c'est-à-dire que vous avez un terminal ferroviaire qui est au cœur du bâtiment et qui permet de faire arriver des marchandises dans Paris par le train et non plus par la route. Donc là, on a une intermodalité amont et non pas aval comme sur cet hôtel logistique-là. Voilà. Donc sur Chapelle, le terminal existe, il est embranché, il est prêt à être fonctionné. Malheureusement, il a été mis en fonction en 2018, il n'y a pas encore de train qui arrive dans le terminal ferroviaire, mais il y a une préservation de l'avenir avec cet outil, cette possibilité lorsque l'ensemble du secteur sera mûr sur cette intermodalité. Très bien. Bon, on voit que la logistique urbaine mène à tout, même à la production de fleurs. Ou de légumes. C'est poétique. Et sur Chapelle, il y a aussi une ferme urbaine qui produit aujourd'hui déjà des légumes. Des légumes, ouais, tout à fait. Très bien. Dernier niveau peut-être. Voilà, donc ça c'est une plateforme que l'on a livrée pour la grande distribution, c'est ITM Intermarché sur Saint-Quentin-Fallavier. C'est une plateforme très complexe avec du stockage de produits secs sur de très grandes hauteurs, ensuite d'autres cellules en froid positif et froid négatif. Et c'est clairement une plateforme qui est une porte d'entrée métropolitaine et régionale pour le grand bassin logistique autour de Lyon, pour les marchandises en approvisionnement des magasins Intermarché de cette région. Très bien, merci pour cette revue un petit peu des projets à venir ou en cours ou en réflexion de votre côté. Il y a quelques grands sujets de discussion, que ce soit avec le législateur ou dans la société autour de la logistique. Je pense à l'artificialisation des sols, je pense à le fait de faire des entrepôts de grande hauteur et plus généralement sur les modes de consommation comme l'e-commerce. Quel est un petit peu votre regard sur ces grands sujets? Est-ce que vous vous en emparez? Est-ce que vous attendez que la réglementation s'en empare? Est-ce que vous avez un point de vue sur ces sujets d'actualité? Oui, ces sujets sont très, très importants parce que poser un objet comme celui-ci dans un milieu urbain dense, c'est pas facile. Vous pouvez très bien vous imaginer que mettre un bâtiment ICPE en plein milieu, en pleine ville, c'est très difficile, voire impossible. Donc il faut travailler sur des sujets qui puissent être acceptés d'un point de vue réglementaire et qui puissent être acceptés aussi d'un point de vue des riverains en termes de sûreté et de sécurité. Donc tous ces sujets d'actualité, on est très attentifs. Alors déjà sur l'aspect normes et sur l'aspect réglementaire, et que ce soit local ou que ce soit national. Ce que nous on demande, c'est que on demande au législateur local ou national de nous apporter une visibilité sur
en termes de timing sur les grandes évolutions réglementaires qui se trament, pour qu'on puisse nous s'adapter en termes de conception et en termes de développement. On demande aussi une stabilité de la réglementation pour que celle-ci ne change pas à chaque mandature et qu'on doive recommencer à zéro à chaque nouvelle mandature, notamment locale, pour concevoir des bâtiments dans le cadre d'une réglementation qui aurait changé avec le changement d'équipe municipale ou métropolitaine. Oui. Vous trouvez encore des espaces pour donner vie à ces zones de logistique urbaine? Je veux dire, la carte de ces métropoles vous permet encore de vous exprimer? Alors, c'est de plus en plus difficile, hein, je dois vous l'avouer. Alors, aujourd'hui, il y a cette notion de zéro artificialisation des terres agricoles, donc ça c'est plutôt pour le 4e niveau, oui. Où historiquement on est plutôt allé poser de très très grands bâtiments sur des terrains vierges agricoles. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une tendance à aller plutôt sur des friches industrielles, à aller sur des friches commerciales pour reconvertir des fonctions passées de la ville, hein, qui ont perdu de leur importance et sur lesquelles on a une nécessité de repenser les activités économiques à développer sur ces sites. C'est sûr que ça aura une incidence sur la taille des bâtiments. On ne pourra peut-être plus faire d'énormes bâtiments comme on a pu le faire en hyper-périphérie. Mais ça laisse aussi une double approche. Soit on rénove un bâtiment existant, soit on le détruit pour le repenser complètement de A à Z. Donc là, cette double approche, évidemment, il y a un équilibre économique qui va nous pousser à aller sur un choix plutôt que l'autre. Hein, parce que détruire un bâtiment, c'est souvent détruire de la valeur, sauf lorsqu'il est trop vieux et qu'il est arrivé en fin de vie. Mais en tout cas, c'est des questions qu'on va se poser systématiquement. Et sur cette notion de hauteur, d'aller toujours plus haut, c'est une réflexion que vous portez également? Cette zéro artificialisation des terres, le fait qu'on doit repositionner des bâtiments en milieu urbain, il y a effectivement un intérêt sur la densification du territoire que l'on va utiliser, du foncier que l'on va utiliser. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de sujets sur cette logistique verticale. Donc vous avez plusieurs approches. Hein. Vous avez une approche comme celui-ci, c'est l'hôtel logistique, où vous avez un bâtiment qui est quand même dans un milieu urbain relativement dense, avec un habillage de la partie logistique, avec d'autres fonctions que la logistique, et vous ressortez à des coûts de revient de construction qui sont relativement élevés sur ce type de bâtiment, parce que vous habillez le bâtiment avec d'autres activités, tertiaires, commerciales ou autres. Donc là, vous sortez avec des coûts qui peuvent avoisiner les 2 000 € du mètre carré, ce qui coûte excessivement cher pour la logistique. L'autre approche de la verticalité logistique, c'est de superposer de l'entreposage ou de la messagerie les unes sur les autres, les mêmes activités les unes sur les autres, sans habiller le bâtiment. Donc là, on retombe à des coûts de production beaucoup moins élevés, qui sont plutôt de l'ordre de 1 000 € du mètre carré. Et lorsqu'on vient sur des bâtiments logistiques complètement classiques, hein, à l'horizontale, là on tombe sur des coûts de production qui avoisinent plutôt 500 à 600 € du mètre carré. Très bien. Vous avez évoqué tout à l'heure au moment des atouts de Quartus Logistique en matière de logistique urbaine, cette notion de qualité de dialogue avec les élus. Comment on s'y prend pour créer cette qualité de dialogue? C'est d'être à leur écoute, prendre en compte l'acceptabilité. Enfin voilà, quelle est la nature de ce savoir-faire finalement pour les non spécialistes? Alors, ce que je cherche à faire et ce qu'on fait dans les 10 principales métropoles dans lesquelles on a des projets qui sont plus ou moins avancés, c'est qu'on essaie de participer déjà aux instances de concertation, aux groupes de travaux qui sont mis en place sur différents sujets, souvent sur la partie immobilière. C'est-à-dire que d'être présent le plus en amont possible sur le territoire, à la fois pour connaître les équipes techniques des collectivités, mais aussi les équipes politiques, qui sont souvent les décisionnaires sur les territoires, et pour connaître le diagnostic de ce territoire et répondre aux attentes politiques de ces territoires. Donc c'est important de faire partie de cette concertation, d'être force de proposition. Il nous arrive souvent d'être force de proposition, c'est-à-dire de proposer quelque chose à la collectivité, un peu clé en main. Et souvent la collectivité reprend l'idée
et la remet sur le territoire dans le cadre d'un appel à projet et dans lequel nous on serait inscrit. Mais bon voilà, l'idée est d'apporter des idées. Dans ces cas-là, il faut gagner l'appel à projet. Hein. Pas toujours. Pas toujours, mais c'est la règle du jeu. On s'y plie, hein, c'est normal. On s'y plie, mais souvent on joue un rôle aussi d'aider la collectivité, de passer du diagnostic, de passer de l'étude à du concret, ce qui n'est pas toujours facile pour des collectivités qui n'ont pas forcément une connaissance de la logistique urbaine, une connaissance de l'immobilier logistique urbain. Très bien. Quelques mots sur l'année qui s'ouvre, puisque voilà, nous sommes déjà en septembre 2021, on pense déjà à 2022, une année en plus particulière en France. Quelles seront peut-être vos grandes actualités, vos grands axes de travail pour les prochains mois qui s'annoncent? Donc l'un des grands événements importants pour nous, c'est le démarrage de la construction de l'hôtel logistique de Lyon et de Rio. Donc ça sera le deuxième hôtel logistique en France après celui de Chapelle International, le premier dans une capitale régionale et qui va apporter un véritable service à la métropole lyonnaise. Donc ça c'est pour nous un événement important. Ensuite, durant l'année 2022, sur le quatrième niveau, on a en projection un certain nombre de mètres carrés à livrer, plus de 300 000 mètres carrés à livrer. Donc c'est un challenge assez important et c'est à continuer à faire avancer les projets que je vous ai présentés. J'ai sélectionné un projet toulousain, un projet niçois, un projet lyonnais, mais on porte des projets similaires sur d'autres grandes métropoles françaises. Donc c'est avancer sur ces projets pour faire en sorte qu'on arrive à des opérations concrètes et à passer à la construction de bâtiments et au développement d'une valeur. On a vu de très belles simulations, de très beaux plans, de très belles esquisses. Ces chantiers et ensuite l'exploitation qui suit, ce sont des phases complexes aussi? C'est des chantiers qui sont compliqués à réaliser ou qui, en règle générale, se déroulent sans trop de surprise? Tout à fait, oui. C'est des chantiers qui sont plus complexes à réaliser qu'un entrepôt à l'horizontale. Pour deux raisons. Le bâtiment lui-même est plus complexe. Hein. Vous avez superposé des surfaces logistiques les unes sur les autres. C'est quand même plus complexe à concevoir et à construire qu'un entrepôt à l'horizontale. Et puis le milieu urbain aussi est quand même plus complexe à irriguer en termes d'apport de matériaux, de gestion de chantier. Donc ça demande un savoir-faire, une anticipation dans la gestion de ces projets, ce que nos équipes savent faire. Très bien. Est-ce qu'on a quelques questions dans la salle? Est-ce que nous avons des personnes qui souhaiteraient... Alors, je n'ai pas de micro, mais en parlant très fort, je pense qu'on devrait vous entendre. Je vous laisse vous présenter d'ailleurs au passage, c'est toujours intéressant. Oui. Alors je vais répéter la question pour les gens qui ne l'ont pas entendu. Donc, nous sommes en présence d'un étudiant de l'université de Cergy qui vous pose la question de savoir comment trouver ces petits espaces en ville dans lesquels vous créez ces zones de logistique urbaine. Est-ce que c'est vous qui les trouvez? Est-ce que c'est les collectivités qui les identifient? Quel est un peu le making-of de cette recherche? En fait, vous avez raison de dire que c'est un enjeu et c'est très compliqué. Donc il y a différentes approches. Bon, il peut y avoir des appels à projets. La ville peut être elle-même propriétaire de certains sites et elle les met à disposition de ce secteur dans le cadre d'un appel à projet. Donc là, c'est une des portes d'entrée. L'autre porte d'entrée, c'est travailler avec des spécialistes de l'immobilier, des brokers qui connaissent bien le marché de l'activité, le marché du commerce, des fois qui peuvent évoluer. On a vu tout un tas de concessions automobiles dans Paris qui ont fermé et certaines d'entre elles auraient pu être transformées en espace urbain distribution. Mais on a été historiquement en concurrence avec d'autres secteurs, notamment la grande distribution, qui était aussi intéressée par ces surfaces. Et malheureusement, c'est souvent la grande distribution qui les a remportées parce qu'elle était capable d'en offrir plus de valeur. Aujourd'hui, c'est un peu en train d'évoluer, ça aussi. Mais il y a plusieurs approches. Effectivement. Souvent, on se heurte à des valeurs qui sont de plus en plus élevées, à des coûts de construction qui sont de plus en plus élevés, d'où les augmentations de loyers sur ces sites qui prennent pas mal de valeur aussi.
vous avez pas des chercheurs d'or, mais des chercheurs de surface qui regardent dans les quartiers ce qui peut se passer. Tout à fait, voilà. Après, moi, j'ai une approche supplémentaire, c'est-à-dire que Quartus est un ensemblier urbain. On construit à peu près 3000 logements par an dans les milieux très denses, les principales métropoles françaises. On construit d'autres bâtiments, comme du tertiaire, comme des résidences gérées, etc., etc. Et on peut, dans certains cas, pas systématiquement. Alors, ce qu'on fait systématiquement, c'est qu'on met des conciergeries sous forme de consignes automatiques ou sous forme de conciergerie habitée pour créer ces micro-hubs en pied d'immeuble. Mais après, pour des objets un peu plus grands comme l'espace urbain de distribution, on peut arriver dans certains projets à imposer quelques centaines de mètres carrés pour créer un espace urbain de distribution dans le cadre d'un projet mixte porté par Quartus Ensemblier Urbain. Et pour moi, c'est une porte supplémentaire pour poser des objets dans les principales métropoles. Très bien, on a une autre question juste là. Allez-y, allez-y. Tout à fait, ouais. Merci beaucoup. Alors c'est une question qui porte sur les flux logistiques dans les quartiers. Comment vous les anticipez avant même la conception, ou en tout cas en phase de conception, pour prévoir justement cette acceptabilité dont on parlait tout à l'heure? Tout à fait. Donc ça, c'est une question très, très importante et qui est systématiquement posée et travaillée pour chacun des sites sur lesquels on veut s'installer. Alors, il faut savoir que ce qu'on cherche à mettre en avant, c'est que maintenant, les espaces urbains de distribution, ils ont une taille critique que l'on ne dépassera pas, parce qu'on ne veut pas faire une trop grosse concentration de trafic sur un lieu donné. Donc lorsqu'on arrivera à un espace urbain de distribution qui fera 2 000, 3 000, 4 000 m², ça sera déjà un point très important. Ensuite, on sait simuler les entrées-sorties, les mouvements de véhicules utilitaires et industriels générés par nos sites. On a des ratios qui sont en général, après ces ratios peuvent bouger d'un opérateur à l'autre, mais en général ils sont assez invariants. C'est-à-dire, on sait qu'à peu près 100 m² d'espace urbain de distribution va générer une tournée, c'est-à-dire une sortie, une entrée de véhicules par jour, voire 2 s'il y a 2 tournées dans la journée. On sait que l'arrivée massifiée des marchandises va générer l'arrivée de porteurs, et c'est avec cela qu'on va faire toute l'économie environnementale et économique du projet, c'est cette arrivée massifiée. Donc on ne va pas faire arriver les marchandises avec des véhicules trop petits parce qu'on va tuer l'équilibre économique du site. Donc on va chercher aussi à avoir des sites où on peut approvisionner l'espace urbain de distribution avec des véhicules qui vont faire 35, 40, 50 m3, la taille d'une grosse benne ordure ménagère. Et là-dessus, pour essayer de limiter l'arrivée de ces véhicules industriels. Donc là, il y a un ratio qui peut varier d'un opérateur à l'autre, mais qui peut être l'arrivée d'un véhicule industriel pour 1000 m² d'espace urbain de distribution par jour. Après, vous avez de très grandes variations en fonction des périodes de l'année. Vous avez des trafics sur des espaces urbains de distribution qui peuvent doubler pour les périodes de fête, pour le Black Friday ou pour la Saint-Valentin, par rapport à un trafic normal. Voilà. L'espace urbain de distribution de Beaugrenelle qui fonctionne sur les fronts de Seine depuis 2013, qui fait 3000 m². C'est un parking qui a été transformé en espace urbain de distribution. Il y a une trentaine de tournées, il fait 3000 m², il y a 30 tournées qui partent de ce site, 30 le matin, un peu moins l'après-midi pour une tournée d'après-midi. On sait que sur ce site, on va avoir un certain nombre de véhicules qui vont entrer et sortir. 100% des véhicules qui entrent et qui sortent en distribution sont électriques. D'accord. Et l'arrivée massifiée, c'est pareil. On a entre 3 et 4 véhicules massifiés qui arrivent sur ce site. Et par exemple, pour le Black Friday ou pour les périodes de fin d'année, le trafic qui est à peu près de 7000 colis par jour distribués en véhicules électriques dans le 15e arrondissement peut monter à plus de 10 000, voire atteindre 12 000, voire 14 000 colis par jour. Voilà. Donc ça, c'est anticipé, mais il faut avoir des sites robustes pour pouvoir anticiper cette variation de trafic. Très bien. D'autres questions? Sinon, moi j'en ai évidemment pour conclure. D'abord un regard, vous l'avez dit, vous travaillez presque depuis 30 ans sur ces sujets de logistique urbaine. Alors je ne vais peut-être pas vous demander la logistique urbaine dans 30 ans, mais néanmoins, comment vous voyez un petit peu évoluer cette thématique dans les années qui nous attendent, j'imagine avec optimisme? Oui, tout à fait. Moi je dirais que tout reste à faire en fait.
parce que lorsqu'on regarde comment les marchandises sont distribuées, bon, il y a déjà l'économie numérique qui a apporté une optimisation dans la gestion des tournées, des prises de rendez-vous, etc., pour les flux B2C, voire les flux B2B. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'explosion de la livraison à domicile, l'explosion du trafic de marchandises que l'on a en milieu urbain ne pourra pas continuer à augmenter sans créer de graves problèmes d'encombrement, d'acceptabilité par les riverains, etc. Donc, bon, d'un point de vue technologique, on voit qu'on est en train de passer à la distribution décarbonée avec du véhicule électrique, qui aujourd'hui, il y a une véritable offre technique sur du véhicule électrique, ce qui n'existait pas au début où on a commencé à mettre ces objets au début des années 2000. Il n'y avait pas une offre en véhicule électrique robuste comme elle peut l'être aujourd'hui. Je pense que tout reste à faire dans la mesure où il reste à développer des chaînes de distribution qui puissent mieux intégrer la notion de mutualisation, qui puissent mieux intégrer ces variations de trafic, qui puissent mieux s'intégrer dans le milieu urbain. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, les grandes chaînes logistiques qui partent du lieu de production vers le consommateur sont inversées et de plus en plus ces grandes chaînes logistiques sont pilotées de la demande vers la production avec tout ce qu'il y a en intermédiaire. Donc on voit que c'est le dernier kilomètre qui petit à petit commence à piloter l'ensemble de cette chaîne logistique, et je pense que tout reste à faire pour optimiser cette distribution et l'arrivée de ces marchandises à destination soit des consommateurs, soit des entreprises. Et là-dessus, d'un point de vue flux d'informations et flux physique des marchandises, parce que les deux sont à prendre en compte. Très bien. Un dernier mot peut-être aux visiteurs de la SITL. Quel message vous aimeriez leur transmettre, de venir vous rencontrer, de venir proposer des idées, de travailler ensemble? Voilà, il y a trois sujets. Le premier, évidemment, nous on serait très heureux d'échanger avec vous sur vos besoins, si vous en avez, en termes d'immobilier logistique en milieu urbain, en termes de conception, en termes de recherche de sites, etc. Je pense que l'autre message, c'est que c'est un très grand secteur d'innovation, la logistique urbaine, et je pense qu'on ira vers des optimisations et des systèmes durables, des systèmes résilients, des systèmes qui apporteront un service aux riverains et à la ville en injectant beaucoup d'innovation dans ce secteur. Donc je pense que là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Il y a... Pour certains objets encore, il y a encore un modèle économique à trouver, ou à parfaire en tout cas. Et aujourd'hui, là-dessus, on est prêt à travailler avec vous pour optimiser. Il y a une discussion encore à avoir avec les collectivités, avec les chargeurs, avec les transporteurs, avec les logisticiens, avec les spécialistes de l'immobilier pour optimiser cet équilibre économique, ce business plan qui est parfois un peu difficile à équilibrer sur certains projets en milieu urbain. Et voilà, qui donnera lieu à d'autres discussions, peut-être dans de prochaines éditions de SITL. Merci Christophe Rubert d'être venu sur ce plateau, explorer avec nous cette thématique de la logistique urbaine. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Merci aux équipes de SITL pour leur confiance, et notamment Léonie Loiseau, avec qui j'ai eu le plaisir de préparer cette conférence. Je vous donne un rendez-vous demain. Ce sera le second Exclusive Talk avec Mathieu Friedberg, président, directeur général de Seva Logistique. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée sur ce salon. À bientôt, au revoir. Merci. Merci. Customers may be just around the corner from your company, or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed.
Even heavy cargo is easy to handle with our